valeur le savoir-vivre et le savoir-faire des Fars à l'époque justement de l'Algérie avant précoloniale. Et donc on va parler un petit peu des manifestations de cette célébration dans les alentours d'Alger, l'ancienne Alger bien sûr. Un autre spectacle, une autre célébration de Yennaïr aussi se fera du côté de la salle Ibn Zaydoun. Je ne suis pas très sûre, mais bon, on vérifiera tout à l'heure pour vous, mesdames, messieurs. En tout cas, c'est une célébration très originale. Le son des montagnes en est intitulé, et c'est un événement qui englobe de la danse, aussi, voilà, tous les arts du spectacle seront représentés, notamment le chant par le biais de deux chanteurs. L'un d'eux nous vient des Aurès, mais l'autre est plus connu à Alger. Il s'agit de Hasna Hani. Donc, Siham, bien sûr, vous parlera de la célébration et aussi de la symbolique liée à cette célébration de Yennaïr. Aujourd'hui, nous parlerons de tourisme, nous parlerons de voyage, nous parlerons d'aventure avec deux personnes qui ont aussi cette passion pour le tourisme. L'un d'eux travaille sur la promotion de la destination Algérie. Il s'agit de Habib Serdou, qui est guide donc touristique, mais également qui travaille sur la promotion à travers l'agence qu'il dirige en Algérie. Et puis, nous aurons aussi une rencontre, très belle rencontre prometteuse avec Mohamed Yahyaoui, qui nous emmènera dans différents pays d'Afrique, mais aussi qui a une connaissance incroyable du sud algérien. Il témoignera de son expérience et de ses voyages ici même. Voilà qui est dit par rapport à l'essentiel de cette matinale. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous aussi, donc, nous parlerons d'une très belle exposition attendue du côté de Dar Abdeltif. Elle est signée Ariles Issiakham, donc, qui viendra partager aussi sa passion avec son public du 11 au 26 janvier en cours. Merci pour votre attention, mesdames, messieurs. Donc, on est là pour vous accompagner jusqu'à 9h30. Donc, voilà, pour commencer, on va vous offrir un point météo et une chanson juste après. Alors, restez avec nous après ceci. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ravie de vous retrouver comme chaque fois. Ça va. Je pense que c'est une comment dire, c'est une communion comment dire, à l'infini. Ah bah, c'est pareil. J'espère que notre amitié durera longtemps. Inch'Allah, En tout cas, préservez vos amitiés, prenez le temps pour vos amis, dites-leur combien vous les aimez. Et voilà, l'occasion est donnée pour le début de janvier, pas seulement le premier, tout le mois de janvier est une belle occasion. Oui, mais en général, on a un mois pour souhaiter la bonne année à tout le monde, pour justement s'inscrire dans cet esprit de partage lié à un renouvellement de l'année. Voilà. Exactement. Alors que nous disent les cartes qui ne se renouvellent pas tellement ces jours-ci? Si, aujourd'hui ça va. Ça a changé, c'est vrai. Un tout petit peu quand même. Je vois quelques nuages. N'est-ce pas? Et quelques pluies aussi. Quelques pluies. Oh, on est ravis. C'est magnifique. Magnifique. Tellement attendu ces ondées. Oui. Allez-y, donc dites-nous tout par rapport à ces nouvelles du ciel. Merci Radia. Bonjour Merci à beaucoup. tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel sera marqué par des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord et à noter des vents assez forts sur pratiquement l'ensemble des régions côtières qui peuvent atteindre les 60 km/h durant cette journée. Et à noter aussi quelques pluies en fin d'après-midi, cette fois-ci vers le centre-est, et quelques pluies également sur les côtes est, et ces pluies seront parfois sous forme d'averses, et quelques pluies également sur les Aurès. La moitié sud connaîtra un ciel partiellement voilé vers l'extrême sud, mais ailleurs rien à signaler, le temps restera plutôt dégagé. Et à noter des zones de sable sur le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 12 degrés du côté d'Al-Beya, 13 Djelfa, 14 Tiaret, 18 Batna, 16 Sétif, 19 à Tizi Ouzou, 18 degrés à Annaba, 21 à Alger, 22 à Oran, 23 à Tlemcen, au sud 18 degrés à Ilizi et Janet, 19 Biskra, 21 à Béchar, également à Drar, Insalah et Tindouf, Tamanrasset, 22 Gardaya, 24
24 à 25 degrés vers l'extrême sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera très agitée sur toutes les côtes algériennes avec des vents assez forts qui peuvent atteindre les 60 km/h sur toutes les côtes. Les vents seront de secteur ouest à sud-ouest sur les côtes ouest et ouest à nord-ouest sur les côtes centre et est du pays. Et on termine suite avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h49 et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour ces précisions, Amel. Merci Je vous à vous. souhaite de passer une excellente journée. Excellente journée aussi. Voilà, on se reverra pour la célébration Bah oui, de Noël, Inch'Allah. probablement. Donc, je vous dis à très bientôt. En tout cas, à Inch'Allah. très vite pour midi et 19h 19h. pour le meilleur des Pour nouvelles du d'autres ciel. infos, Très bien, peut-être nouvelles. peut-être que ça changera, qui sait. qui sait, Qui sait. on est optimiste. Voilà, c'est vrai que les météorologues, avant, quand il y avait juste la chaîne arabophone, nous disaient tout le temps Inch'Allah. Wal-ilmu lillah. Wal-ilmu lillah. Voilà, seul Dieu sait. Seul Et Dieu c'est sait. vrai, seul Dieu sait. En tout cas, ce qu'on est sûr de dire aujourd'hui, ce matin, c'est que vraiment, on est à J-2 de la célébration du Nouvel An amazigh. Et bien sûr, on se prépare à travers l'ensemble du territoire pour cette fête traditionnelle, on dira. Et justement, on va vous offrir une chanson qui cadre un petit peu avec cette célébration. C'est le groupe Friklen qui met en avant Amaziria tout de suite. نعادي نبغيو نعادي على الأمازيغية درت بلادي الفرقة قاضي بقلبي راضي صليكوا ليا نشادي بيدي وطوالي على الأمازيغية ديوان جدادي سبيل ولادي بعروقي ماضي صليكوا ليا وانا هيا وسيدي مولاي اصلي وانا هيا وربي مولاي اصلي وانا هيا وسيدي مولاي اصلي وانا هيا وربي مولاي وربي مولاي بصلي وانا فخور امازيغي في بلاد النور بها راني مسرور نحب النور نكتب السطور سما امازيغي نبقى الحمد لله المشكور سلام على اهل الهوى صلاة على حبيبي المصطفى على الذي استوى به الطوالي طوال نارو بالواجنان وفرجا غير ليه من جاه نارو بالواجنان وفرجا غير ليه من جاه وانا هيا وسيدي مولاي اصلي وانا هيا وربي مولاي اصلي وانا هيا وسيدي مولاي اصلي وانا هيا وربي مولاي وربي مولاي مكن يضي مازيغان الطافة بنعننا الزاغيك لننا نرتايد مرحاننا يضحاني غلمان يضحاني رجوان مازيغان
Voilà, de très beaux contrastes du côté de Janet, certainement, le tournage de ce clip signé Freaklen. On est ravis en tout cas de vous avoir avec nous ce matin, ravis de vous servir jusqu'à 9h30 et ravis aussi de retrouver Siam Kennouch. Bonjour Siam. Bonjour, marhaba, bonjour à vous tous qui nous suivez, qui vous êtes fidèles au programme de Canal Algérie. Ils se lèvent tôt, surtout parce que vous êtes nombreux à vous lever très tôt le matin et vous prenez votre petit déjeuner en regardant Canal Algérie. Ça nous fait plaisir. Sahatkom, pensez à nous, hein, un petit coup. Ah bah ouais. Un petit coucou, Mindak. Un petit coucou. Voilà, et on le sent, les ondes vont arriver, vont parvenir. En tout cas, les bonnes ondes, elles sont au rendez-vous pendant la célébration de cette fête qu'on aime beaucoup. Donc, le 13e jour de janvier, donc coïncide avec Yenayer. Le 12e jour, en fait, c'est la date officiellement donc célébrée à travers le territoire. Le territoire national, donc la fête de Naïr ou la fête de la Djouza, comme certains préfèrent l'appeler, Raslam chez d'autres, mais c'est une fête qui est ancestrale, qui sépare entre deux période. Donc, c'est la fin d'une année agraire et le commencement d'une autre année agraire. Donc, nous sommes devant c'est janvier. Hein, vous savez, même dans la littérature, dans la mythologie gréco-romaine, le mois de janvier est un mois à deux visages. Un visage qui regarde l'an précédent et l'autre visage qui regarde la nouvelle année. C'est exactement ce qui arrive cette semaine. C'est une transition entre ce qui s'est passé et ce qui doit se passer. Donc oui, c'est l'heure à la fête. Et puis les familles algériennes ont toujours fêté Ras L'Am, la Djouza ou le Naïr. Chacun à sa manière. Bon, il y a des rituels qui se rapprochent, qui se ressemblent. Il y a des choses qui se partagent ensemble, etc. Et il y a des symboliques, il y a des images, il y a certaines choses. Quand on les voit, on comprend que nous sommes ça me rappelle Naïr, ça me rappelle. Oui, ça me rappelle mon père arrivant comme ça dans la cuisine avec plein de bonbons et plein de fruits secs et voilà. Alors, tout un mélange comme ça qui nous faisait plaisir nous enfants. Tout à fait, et qu'on appelle justement 13. Alors, il y a pour l'explication de 13, j'attends l'image, s'il vous plaît. Voilà, un petit 13 comme ça, dessinez-nous un petit 13 quelque part. Bon, le petit 13, il n'y a pas de 13, mais je crois que j'ai ramené, à moins qu'il y a un petit souci. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Alors ça, c'est franchement 13 à l'ancienne. Pas beaucoup de douceur, mais plus de fruits secs. Oui. Plus de fruits séchés et des fruits secs. Donc il y a plus de... à l'ancien temps, c'était plutôt des raisins secs, des grenades, des dattes, donc gerber, vous voyez, c'était des abricots, des cacahuètes, des amandes, des noix. Donc c'était plus des fruits secs. Bon, actuellement, j'ai l'impression de faire l'écho là. On dit exactement les mêmes mots à chaque fois. Vous voyez, ça c'est plus fruits secs d'avant qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de chocolat, il y a trop de douceur, il y a trop de caramel, etc. Et ça c'est nouveau. Hein. Ça, en revanche, c'est excellent pour la santé. Et ça, c'est excellent pour la santé. En fait, ce sont des restes de ce qui restait ou ce qui restait dans la jarre de l'ancien temps, de l'ancienne année. Parce qu'avant, on n'avait pas de frigo, en fait, nos ancêtres. Tout à fait. Donc, ils avaient surtout ces grandes jarres dans lesquelles... Mais par superstition, il fallait finir tout ce qui restait de l'an dernier pour avoir la nouvelle récolte. Donc, il fallait d'abord nettoyer le zir, quoi. Tous ces réceptacles, oui. Alors, dans lequel on cachait la nourriture. Donc, il fallait tout ramasser, tout prendre, tout manger. Généralement, ce sont 13 fruits secs ou 13 douceurs, si on veut. Bon, d'où le mot 13. Il y a d'autres qui disent non, en fait, 13, c'est par rapport au 13e jour ou par rapport à la nuit du 13e jour. Chacun interprète à sa façon. Voilà, chacun interprète ou explique à sa façon. Mais en tout cas, moi, les anthropologues n'ont pas tranché jusque-là. Non, moi, je préfère penser que ce sont 13 fruits secs, d'accord? Donc, parce que si on les compte, on trouve que c'est les fruits secs quand je dis fruits secs, ce n'est pas juste le mot que c'est. D'accord. Non, je parle des figues, je parle des abricots, il y a des fruits je parle séchés, des grenades. Il y a des fruits séchés. Voilà. Donc, ce sont
même des pâtes, vous savez, il y avait même des pâtes de fruits à base de raisin qu'on formait en boudin et qu'on coupait. Donc c'était vraiment des douceurs donc, qui se préparaient pour un bon fêl, pour une bonne année. On prenait toujours, c'était dans pratiquement toutes les familles algériennes qui prenaient le nouveau-né, donc le dernier arrivé dans la famille. On le mettait dans un récipient, dans un grand récipient, et puis on lui jetait des bonbons sur la tête et ça faisait le fêl, ça faisait une bonne année. C'est un bon présage. C'est de bons souvenirs pour les enfants. La culture, de rester comme ça et de recevoir plein de bonbons sur la tête, je pense que ça doit être le paradis. On ne l'a pas faite celle-là, on ne l'a pas faite, mais... Chez certaines familles, oui, c'est comme ça qu'en fait... Alors, nous avons un animal fétiche de Naïr, est-ce que vous le saviez, Radia? Naïr, un animal fétiche. Ça pourrait être peut-être... Un quoi? Un coq? Un coq, tout à fait. Oh. Donc, le coq, grand symbole. Le coq aussi, grand symbole donc, de cette fête. Ah, alors, il est beau celui-là. Oui, j'ai choisi... Enfin, j'aime bien son plumage. Il est brillant, il est beau. Super photo, hein, magnifique, magnifique. Ouais, ouais. Alors, le coq, Monsieur Farrouj, ou le coq. Donc, le coq est bien présent. Pourquoi? Alors, parce que tout simplement, vu la symbolique déjà du coq, qui est un oiseau solaire, c'est un oiseau qui crie au soleil chaque matin, donc c'est un oiseau solaire et c'est un bon présage pour une bonne année agraire. C'est-à-dire que une fois qu'il est qui orne nos plats, donc les plats généralement ce sont des pâtes, ftaïr, rechta, trida, couscous, c'est généralement des pâtes et la sauce est faite à base de coq. Alors le poulet fermier c'est meilleur effectivement. Oui, alors le coq, c'est un oiseau solaire et c'est un oiseau de très 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 bon augure. C'est-à-dire que l'année qui vient est une année déjà où il y aura beaucoup de soleil, sera une année très fertile. Il y aura beaucoup de nouveautés et beaucoup de belles choses. Donc c'est vraiment, nous sommes en plein superstition, hein. Attendez, c'est traditions. Mais c'est pareil, à chaque nouvel an, on espère, on tout à fait. rêve, on fait des résolutions, on essaye de bien faire, on essaye de corriger certaines choses. Mais quand on parle avec la terre, on choisit bien son terrain. C'est-à-dire que tout ça, ça a un rapport avec la terre, avec le soleil, avec le climat, avec l'avenir de la famille. Et le coq fait partie de tout ceci. Alors, j'ai une autre image qui représente une plante, parce qu'il y a aussi une plante fétiche, un animal fétiche de Naïr, il y a une plante fétiche de Naïr. L'olivier? Non. Alors, c'est plutôt le palmier, oui. Et c'est plus le cœur du palmier. Dans l'ancien temps, dans certaines régions, et nous avions 13. Alors 13, il y avait le halwa, il y avait les bonbons, il y avait les fruits secs, etc. Et au milieu, on mettait un cœur de palmier. C'est le cœur de palmier qui était mis, et dans le Fars, dans la région, justement, aux alentours d'Alger, les environs, etc., dans la Métidja surtout, on l'appelle le cœur de ce palmier, quand il est mis comme ça sur le panier, on l'appelle la rosa. Vous voyez, alors c'est très relatif. Alors nous sommes en plein à Djoza. En tout cas, vous avez cité un mot-clé, je voudrais m'arrêter. Bon, terminez cette idée après. En fait, je crois que je suis en train d'expliquer ce que vous... En fait, l'année qui passe, c'est la Djoza. Maintenant, j'arrive, pourquoi on l'appelle la Djoza? C'est la vieille année, celle qui part, celle qui doit mourir. Et nous avons la nouvelle année qui est représentée par un petit palmier, qu'on va manger, donc on va déguster le cœur de ce palmier, parce que les enfants vont trouver un régal à le couper et à le manger, et on l'appelle la rosa. Donc c'est une année qui va être fécondée par le ciel, par la pluie, et qui va donner naissance à une belle récolte. Tout est symbolique. Oui, absolument. Voilà. Donc, pourquoi la Djoza? La Djoza, parce qu'il y a, bien sûr, la version de cette Djoza. Il y a une légende qui plane. Oui, il y a trois versions de la légende qui voulait sortir et aller en montagne. Et là, Janvier a été très, très en colère, donc il s'est vengé d'elle. Et il l'a transformée en une statue de glace. Et du coup,
Voilà, donc janvier, il ne faut jamais jouer avec et attendre bientôt quand le temps soit plus clément pour faire sortir sortir tout simplement. Voilà, c'est bête. Profiter. Donc ici, dans une autre sphère et dans un autre calendrier, dans plus de décans, on appelle que la fin de mi-janvier commence la maison de Zabah. On dit Zabah, donc c'est un mois où il neige, où il va très très froid, donc il ne faut pas faire sortir les animaux et les bêtes ces jours-ci, parce que c'est pas évident. Donc voilà, c'est tout un mythe, c'est une semaine qui est pleine de symboles, chargée d'histoires, de légendes, chargée de nous surtout. En tout cas, vous allez partager toutes ces belles légendes, tous ces beaux récits avec un public particulier, celui qui fréquente le musée des arts et traditions populaires, qui aime justement s'abreuver de toutes ces belles histoires, de toute cette tradition donc ancestrale qui est couvée jalousement dans ce temple de la culture. Vous serez présente autant que notre confrère Greg Hassan Ahmed, lui aussi participe à cette conférence, débat donc autour de Yennayer, autour du savoir-faire des Fars. Des Fars et d'Alger aussi, parce que comme je le disais, la région d'Alger et la région d'Al-Fars, donc les régions, les Metidja, tout ce qui est, tous les alentours d'Alger, Cherchel, Koléa, Blida, Médéa, tout ça, ce qu'on appelle Al-Fars, et ces gens-là fêtaient Naïr, ils avaient des traditions, ils avaient un savoir-faire, ils mangeaient des choses, ils chantaient, donc il y avait tout un savoir-faire. Encore une perchée, je l'attendais celle-là aussi. Chanter, vous avez dit. Il y a aussi un spectacle chanter et danser et compter. Donc voilà que le public de l'OREF pourra découvrir durant Yennayer. Donc ce sera le 12 du mois. Le 12 du mois, oui. Hasnahini et Seham Kenouch. Donc le son des montagnes. On a choisi un titre bien particulier. Ça va avec l'histoire qui va être racontée. Et puis toutes ces chansons, toute cette sonorité, tous ces mouvements qui nous rappellent nos hauteurs, qui nous rappellent nos sommets, enfin j'ai envie de dire. Là, il y a aussi un jeune chanteur qui vient des Aurès pour aussi prendre part avec J'adore les chants des Aurès. Tout à fait, il y aura une aïta et moi je vous promets des surprises. En tout cas, il y aura de belles surprises. Ce sera Ibn Zaidoun à quelle heure? 19h. Donc à 19h. J'espère qu'ils seront nombreux à venir. Ils seront nombreux. Vous allez être là. Voilà, mettez-moi dedans. Il y a une histoire extraordinaire. Fabuleuse à raconter. Il y a des voix magnifiques et je vous promets une belle ambiance. Excellent. Donc, merci beaucoup, Siham. Oh, mais je vous en prie. Voilà, on se le dit à l'avance. Bonne année à Skazamgas. Oh, mais je suis en pleine bonne année, Anna. À ceux qui nous suivent ce matin, allez par anticipation. On va aussi vous permettre de découvrir les ambiances de Yennayer à travers surtout le marché qui est un petit peu, qu'on retrouve dans différentes régions, localités, à l'instar de Blida. Donc, la ville de Blida, son marché de Yennayer, et c'est Naïm Al-Walish qui nous le fait découvrir ce matin. À la place l'Arabe de Blida, le décor est d'ores et déjà planté pour le marché de Yennayer, nouvel an berbère célébré le 12 janvier de chaque année. Des travées entières sont dédiées aux confiseries et autres gourmandises dont certaines, comme le kefta et le doum, cœur du palmier, sont proposées ici à Blida comme les stars de la table du nouvel an berbère. Ce cœur de palmier est essentiel dans les ingrédients du nouvel an. Avant, on faisait des plats traditionnels tels que les crêpes, la tomina, et le cœur de palmier, qui est un chou tendre et très ferme, est très apprécié. Ça, c'est la kafta de Yennayer. On la fabrique spécialement pour le nouvel an berbère. Il est fait à base de raisins secs, d'amandes, de noix et parfois de cacahuètes. Ça coûte 1200 dinars le kilo. Il est très demandé en cette période. En plus, qu'il donne énormément d'énergie et ça se vend très bien en cette période.
خاصة هذه سونا من الانرجي لا اخر كلش هذه. Nous sommes en pleine période de 13. Nous commençons petit à petit à nous installer, à ramener surtout des produits nouveaux. Les ventes se font petit à petit, ça commence. Il y a beaucoup de mouvements quand même. Les gens achètent selon leur capacité. Ça va de 250 dinars jusqu'à 3000 dinars le 13. Quoique nous soyons à une semaine de Yinayer, les premiers visiteurs commencent à arpenter les sentiers du marché enguirlandé pour les toutes premières emplettes en toutes sortes de gâteries devant accompagner le somptueux dîner du Nouvel An berbère. Nous venons à chaque occasion du 13 pour faire nos emplettes. La famille se rassemble autour d'un repas spécial et chez nous à l'est, c'est la charchoura. Puis, l'aîné de la famille, mon beau-père en particulier, installe un benjamin à l'intérieur d'un grand plat avant de l'inonder de 13 qu'on a acheté et composé bien sûr de bonbons, de noix, de dattes et d'autres confiseries. Chaque année, à chaque Yinayer, j'achète le 13 pour la tradition et bien sûr pour le rite de bon augure. Avant, notre 13 était complètement bio et composé essentiellement de pignons, de glands, de mandarines, de figues sèches. Et maintenant, on est obligé d'acheter le 13 sucré pour honorer la nouvelle année et surtout pour les gosses. Fête paysanne par excellence, Yinayer qu'on célèbre depuis des millénaires exige un rituel d'une table riche et copieuse, beau présage pour que la nouvelle année soit aussi opulente que féconde. Voilà, on revient de Blida vers Alger et on est ravis ce matin de recevoir un confrère, journaliste et aussi documentariste. Il s'agit de Kamal Yahyaoui. Mohamed Yahyaoui. Bon, je salue Kamal Yahyaoui s'il nous suit ce matin. C'est un artiste peintre que je respecte énormément également. Alors, donc les Yahyaoui sont très doués dans plein de domaines. Je l'autorise à usurper mon prénom puisque c'est un artiste. Oui. Tout est pardonnable. Un grand artiste même, vraiment qui nous représente dignement à l'étranger aussi. Donc voilà, je disais que c'était un documentariste, mais ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il est aussi amoureux du patrimoine, il connaît par cœur le sud algérien, il essaye d'en faire la promotion où qu'il va, où qu'il aille. Donc on est ravis de vous recevoir, Mohamed. Merci beaucoup. Ça va, vous allez bien? Ça va très très bien. Il vous arrive de vous poser un peu? Bonne année. Bonne et heureuse année. Askazamegaz, je dirais après-demain. Avec demain, plaisir. Eh bien, on ne peut pas se reposer si on est passionné. Je pense qu'on avance et puis quand on est fatigué, on se repose. Mais souvent, quand je fais ce travail, je ne me fatigue pas trop. Oui, parce qu'il y a du plaisir, j'imagine. Oui, c'est du plaisir. Il y a de la découverte, il y a de la recherche. La découverte. J'apprends beaucoup au fur et à mesure que je fais mon travail. Donc, je suis dans le patrimoine, dans tout ce qui est Toraf, tout ce qui est, culture. Voilà, mon pays regorge. En Algérie, on en a beaucoup. Oui. En tout cas, vous essayez d'étoffer un petit peu, la banque d'images des tours opérateurs algériens par de très belles, de très beaux documentaires liés à ce patrimoine. Par exemple, le Tassili Nadjer n'a plus de secret pour vous grâce à nos différentes... Je faisais beaucoup ce travail à titre, avec mon équipe, mais indépendant. Et là, je suis souvent sollicité par les offices culturels. Et l'Office national du parc du Tassili m'avait demandé d'accompagner une équipe qui devait faire un inventaire sur tous les sites. Et j'étais d'autant plus heureux de le faire que la directrice est une dame de la région, Fatima, et elle m'avait demandé donc de faire ce travail. J'ai pris une équipe, elle m'a donné une équipe de Janet, un cadreur,
Jafar Koudia, que je salue s'il nous regarde. Et puis on a fait un travail, ça a fait l'objet d'un documentaire sur le Tassili Nadjer. On va peut-être voir un extrait de ce documentaire et continuer de parler de cela juste après. Voilà, c'est parti. Les Touaregs l'appellent Tassili Nadjer, le plateau aux nombreuses rivières. Le parc du Tassili a été créé en 1972 sur une partie du plateau pour protéger les sites rupestres, la flore et la faune. Situé au centre du Sahara, il n'est pas étonnant que cet étrange espace à l'aspect lunaire abrite le plus grand nombre de peintures et gravures rupestres dans le monde, datées entre 12 000 et 5 000 ans. C'est l'émergence d'un art rupestre où l'homme a su représenter son milieu. Dunes, plateaux, oueds, montagnes, sources d'eau, il s'étend aujourd'hui sur 138 000 km², une surface aussi grande que la Grèce. Des dessins et des peintures rupestres par milliers ornent les parois, les plafonds des abris, les dalles et les rochers. En Algérie, il est le premier parc naturel à être classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1982. Un parc naturel, donc un musée à ciel ouvert qui compte des milliers de gravures et de peintures rupestres qui racontent un petit peu l'histoire lointaine de l'être humain. Oui. Et puis c'est unique, hein. J'ai essayé de voir un peu partout dans mes voyages en Afrique. C'est des petites gravures qu'on m'emmène voir très loin, mais avec une densité pareille, non. Je crois que nous sommes le seul dans le monde. Et ça nous rappelle... C'est le parc le plus dense du monde. Du monde, oui. Ça nous rappelle... l'époque bovidéenne. En fait, c'est un livre à ciel ouvert où on peut lire toutes les évolutions de l'humanité, du effectivement, climat. Oui. Et donc, ça nous donne l'ère préhistorique dans le détail, racontée par les anciens hommes qui ont investi ces grottes, ces espaces ouverts. Hein. Ce ne sont pas que des grottes qu'on découvre, en fait, c'est carrément de la roche. C'est de la roche. Il y avait aussi, en même temps que les grottes, il y avait aussi les tentes, les khaymat. C'est dessiné dans les peintures rupestres. Vous voyez de temps en temps des cercles comme ça, avec des gens assis à l'intérieur. C'est une khayma. C'est comment il s'appelle ça, une espèce de hutte de l'époque et qu'on reproduit jusqu'à maintenant. À Ihrir, il y a un modèle. Attention, c'est que les techniques et les modèles sont différents des régions. Tout à fait. À Idaren, à Ihrir, la khayma n'est pas la même que celle qu'on trouve à Burj Hawas ou alors du côté... Mais voilà, elle est faite de brins de palmier et ce sont des huttes, ça ressemble à une hutte, mais ce sont vraiment, ce sont les ancêtres de la khayma actuelle. Voilà. Oui. C'est authentique. On n'a pas trop modifié. Jusqu'à maintenant, on fait à peu près les mêmes techniques, les mêmes... et puis, c'est les mêmes substrats, les mêmes produits. C'est les algues, j'allais dire. Les feuilles... ils ont un nom, j'ai oublié le nom. Des feuilles longues qu'on met à sécher avec des branchages. Il y a une technique de renforcement du toit. Parafia, vous voulez dire non, il y a un nom beaucoup. Oui, il y a de ça aussi. Hein. Des herbes séchées qu'on renforce un peu partout. Et on met aussi Et donc, ça crée des zribettes. Voilà, la zriba, c'est le nom. La zriba, c'est son nom. Donc, cette petite maison des anciens Touaregs, qui commençait comme ça à aller vers la sédentarité. Donc, ils se sont installés dans des villages, plus ou moins construits par rapport à la khayma. En tout cas, vous avez de la chance de parcourir toutes ces étendues désertiques.
Oui, bien sûr, c'est un bonheur hein, pour moi, c'est très intéressant. Là où on met le pied, il y a quelque chose à découvrir, il y a une trace. Il y a un reste d'une civilisation ancienne et puis on est pris par l'ambiance, le climat, la sérénité, un peu évidemment la rudesse du climat, mais la gentillesse des habitants des régions du Sud sont... Oui, ils sont tous hospitaliers, curieux, qui veulent vous amener, vous montrer leurs coutumes, leurs traditions, qui vous offrent du lait de chèvre, du djilben qaras. Oui, j'imagine. C'est difficile au début, mais bon, on s'y habitue, effectivement. En tout cas, des cultures qui vous ouvrent les bras, il y en a eu beaucoup hein, sur votre parcours, dans la mesure où pratiquement certaines régions africaines n'ont presque plus de secret pour vous. Vous avez sillonné l'Afrique, pas seulement votre pays. Oui. Donc vous êtes un globe-trotteur, hein, il faut le dire. Oui, je vais souvent en Afrique de l'Est, l'Afrique anglophone. Et j'ai fait l'Ouganda, en Tanzanie j'ai fait des films, en Éthiopie aussi. Et là vraiment c'est un terrain vierge où on peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à développer, surtout dans le domaine du patrimoine, dans le domaine du tourisme. Et à ce propos, même en Tanzanie, on essaye de se rapprocher de l'Algérie, de créer des passerelles, des échanges. Il est question d'inviter des tours opérateurs des deux pays, d'autant plus qu'on s'aperçoit maintenant que chez nous, les choses bougent. Dans le domaine touristique, ça commence à aller mieux. Ça commence, et puis il y a des choses qu'on ne croyait pas du tout faisables. Là, on a le VOA, Visa on Arrival. Les touristes peuvent avoir leur visa à l'aéroport. À l'aéroport d'Alger, effectivement. Donc ils peuvent aller pour les touristes. Continuer jusqu'à Djanet. Jusqu'à Djanet pour ceux qui veulent faire du Sahara. C'est très c'est très intéressant ces facilités. Et puis non, mais ça nous ouvre beaucoup de possibilités. Et puis là, on est en train de se réjouir. Le dernier festival du tourisme saharien à Gardaïa, j'ai été invité. Oui, tout à fait. Pour couvrir l'événement de l'Educ Tour. On a fait la Saoura, c'est fabuleux. Moi, j'étais avec des... Les rxos de la Saoura sont superbes. On avait 8 nationalités. Des Russes, des Omanais, mais surtout des Français, des Belges, des Autrichiens. Des Allemands. Curieux de découvrir notre culture. C'était des tours opérateurs, c'est des grosses pointures qui vont nous amener beaucoup de touristes. Absolument. Vous disiez qu'on allait créer des passerelles. Là, les passerelles qu'on souhaiterait voir, ce serait celles tissées du côté de l'Afrique. Donc, par exemple, la Tanzanie. Donc, c'est un pays verdoyant. Absolument. On vient de voir les images défiler. Donc, une belle jungle toute dense oui. La Tanzanie, et des cours d'eau à perte de vue. C'est un grand pays touristique, classé, je crois, 13e en 2017 comme destination. Et puis, c'est un lieu... Ouvert sur l'océan, donc ce pays. Alors, ouvert sur l'océan d'un côté, parce que vous avez Zanzibar, qui fait partie de la Tanzanie, donc c'est balnéaire. Mais vous avez aussi l'intérieur du pays, où il y a plein de réserves naturelles, où les animaux vivent dans la nature. Et puis, on peut les voir à 2 mètres, 3 mètres du véhicule. Hein. C'est un dépaysement garanti. On oublie un petit peu les étendues de béton et toutes ces constructions modernes qui nous ont éloignés un petit peu de cet environnement ô combien sain. Vous voyez ? D'autant plus que il y a plein de lodges là-bas qui sont construits légers. C'est des campements avec des toiles assez épaisses. À l'épreuve des griffes des lions. Oh mon Dieu! Y en a-t-il? Il y en a beaucoup. Vous en avez croisé beaucoup? Oui, croisé, mais j'en ai beaucoup entendu la nuit, juste à côté de ma tente. Une tente, heureusement, bien épaisse. Mais ils font que passer, ils tournoient un peu. J'ai eu beaucoup de bruit. Je ne pouvais pas sortir pour voir tout ça. L'humain n'est pas leur nourriture préférée ou privilégiée. En plus, l'humain est un intrus là-dedans. Parce que nous sommes des petites curiosités. Ils ne sont pas habitués. Les girafes nous regardent d'un air de dire « Qu'est-ce que vous venez faire ici? Suivez votre chemin, ne vous arrêtez pas. » Donc, et puis, ils sont vraiment... on apprend des choses, c'est que
ils sont très à l'aise. Voilà. Et on n'est pas dans le safari un peu moderne. Industriel, non. On est vraiment dans le véritable safari. Il y a de temps en temps des encombrements comme ça, il y a une saturation. Mais ça dure quelques jours où vous avez beaucoup de convois de véhicules qui viennent dans les réserves. Et puis j'avais proposé de disposer des espèces de feux de croisement, de feux rouges, pour un peu disloquer ces convois. Parce que vous avez quelquefois en période de pointe des convois qui 40 véhicules 4x4 l'un derrière l'autre. Surtout qu'on ne doit pas quitter les sentiers, on doit rester toujours. Oui, c'est très précis. Sortir comme vers les parcours, j'imagine. Vers les buissons, vers les animaux. Non, ça c'est interdit. De toute façon, on ne peut pas le faire. Et le Kenya, c'est beaucoup de safari, beaucoup de découvertes des animaux sauvages. Là aussi, le Kenya, c'est un peu saturé. C'est beaucoup plus industriel qu'en Tanzanie, parce que déjà le Kenya, vous avez un parc naturel à Nairobi même. Oui. Et vous avez des animaux et puis au-dessus des avions qui atterrissent à l'aéroport de Nairobi, pas loin. Donc non, c'est un peu saturé. Mais le Kenya, il est intéressant parce qu'il y a beaucoup de vestiges, il y a beaucoup de sites archéologiques très intéressants où on peut... Et des montagnes qui séduisent toujours. Les montagnes, oui, bien sûr. Le Kenya aussi a une côte, la côte indienne, Mombasa, et ça ferait la joie de nos touristes algériens. J'imagine que vous avez envie de partager, donc vous êtes revenu avec des images que vous essayez aussi de faire découvrir au public algérien. Oui, c'est mon idée. Moi, j'ai envie d'encourager les jeunes de faire un tour, de se tourner vers l'Afrique, d'autant plus que maintenant nous avons la volonté. Nous retrouvons les choses naturelles, logiques, normales. On fait partie d'un continent, c'est l'Afrique. Il faut aller, il faut visiter l'Afrique, d'autant plus qu'on nous attend là-bas à bras ouverts. Moi, j'ai envie de dire à nos jeunes documentaristes, cinéastes, qui font des merveilles ici. Et alors, s'ils vont là-bas, ce sera vraiment un lieu d'inspiration par excellence. Ils vont exploser là-bas. Il y a une équipe que j'ai rencontrée à Gardaya, pendant le festival du tourisme saharien. Des jeunes, 3 jeunes comme ça, qui ont une petite boîte de production qui s'appelle, j'ai oublié son nom, que Yacine me pardonne. Ils font des prises de vue extraordinaires. Ils ont couvert l'événement et j'ai vu ça, c'est magnifique. Il y a beaucoup de jeunes ici qui sont pleins de bonne volonté et je les encourage à aller vers l'Afrique et à faire des documentaires dessus, des films aussi. C'est très intéressant. Très bien. En tout cas, vous avez de la chance de sillonner l'Afrique de telle manière et aussi de tisser ces liens d'amitié et aussi parce que vous faites aussi de la formation de techniciens en audiovisuel. À chaque fois que vous pouvez le faire. À chaque fois qu'on a une sortie sur le terrain, on me donne une équipe de jeunes comme ça qui j'en ai besoin parce qu'ils viennent m'assister. Je ne peux pas prendre d'équipe avec moi d'ici. Et puis on fait du travail, on discute, on revient, on rentre au bureau le soir, on parle de tout ce qu'on a fait, on parle des petites erreurs, on parle des améliorations. Et parler, j'imagine, c'est encore plus intéressant ici à Alger, quand vous partagez ça avec vos amis, vos connaissances, et que vous parlez d'Afrique, j'imagine que ça doit être gratifiant. En tout cas, on a été ravis de découvrir le globetrotter qu'on appelle Mohamed Yahyaoui, ici présent, donc qui faisait partie de la famille de Canal Algérie il y a peu de temps, et voilà, qui continue l'aventure du documentaire à travers l'Afrique. Merci d'avoir pris du temps avec nous, de votre temps. Donc, on a été ravis de partager ce moment avec vous. Kamal Yahyaoui, que dire? Bon vent. Mohamed Yahyaoui, que dire? Bon vent. Mohamed Yahyaoui, oui, une merci. bonne et heureuse année, mais avec beaucoup de voyages encore et encore. Okay. Voilà. Merci mais voilà, je vous souhaite aussi de faire beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes, vous qui êtes avec nous ce matin. En tout cas, une découverte, ça vient tout de suite avec un artiste
qui exposera donc cette semaine à Dar Abdel Latif. Il s'agit d'Arilès Issiakham, un nom qui résonne fort, et on verra justement cette relève de la famille Issiakham dans un instant. Après ce reportage qui met en relief une empreinte ou plutôt la dextérité d'un artisan rencontré par l'ami Aboud Bouda. Il s'agit donc de Beljouhar, qui fait énormément de choses basées sur le recyclage. On va découvrir ça et revenir avec notre invité juste après. Merci. Dans une autre vie, Beljouhar Mohamed a été pharmacien et depuis sa retraite, il s'est tourné vers un tout autre domaine, le recyclage ou la récupération intelligente, qui consiste à produire des œuvres neuves à partir de matières ou objets récupérés. Marqué dans sa jeunesse par les brocanteurs qu'il a sillonnés avec un père horloger. Ça a commencé vers, je dirais, l'âge de 11-12 ans, un petit peu grâce à mon père, Allah yarhamou, qui était horloger. Par passion, pour réparer les montres qu'il achetait toujours en brocante. Il allait les pièces de rechange, fait les brocantes, donc il dînait mal. Et c'est un petit peu là qu'est né c'est là où il y a eu le déclic. Amé Mohamed collecte des objets, des métaux, il chine partout et c'est après usinage de ces vieilleries qu'on peut apprécier le génie de l'homme. Un obus se transforme en lampadaire, une vieille théière d'où émerge une ampoule, une raquette de tennis réincarnée en horloge. Il donne une seconde vie à ces objets. J'essaye de faire de l'art plastique à partir d'objets récupérés, c'est-à-dire, ce n'est pas monter n'importe comment. 80% des pièces sinon ça reste dans le bricolage. On a envie de sortir de domaine du bricolage. Donc je récupère des pièces. En bas, je fais le démontage intelligent, c'est-à-dire à l'art plastique, c'est des pièces qui parlent. Un exemple, c'est un message, c'est un porte-bougie fait avec du fil de fer récupéré dans la rue. Mais quand on voit l'objet, il y a une expression là. Pouvoir encore regarder. Artiste dans l'âme, il peint et c'est souvent la mer car elle évoque pour lui un sujet sensible qui touche les haragas. مقيوس بزاف بالphénomène تاع الحرقة هذا. Donc j'en parle à ma manière. Et toujours avec des objets récupérés, c'est-à-dire récupérés, quand je dis récupérés, même des fois achetés, parce que ma passion restera toujours les brocanteurs, bien sûr. Le jazz ouvert dans la nuit. En artiste généreux, il fait même participer d'autres artistes à la création de ses œuvres. Il réalise des figures poétiques et singulières d'une grande expressivité. Il faut dire que c'est en pièce unique. Jamais deux objets qui se ressemblent. Là, c'est une signature. D'un côté, il y a beaucoup de gens qui me disent « Tiens, j'en veux deux comme ça ». Je dis « C'est impossible ». Deux comme ça, c'est impossible. Parce que il y a une pièce, 2, 3, 4 ou 5 pièces récupérées. Donc ça reste une signature. Sensible à la question du traitement des déchets, il enseigne à travers un module pédagogique et créatif ses idées du recyclage à des jeunes lycéens à Ruiba. J'ai commencé il y a une semaine à essayer d'inculquer des idées à des jeunes. Je suis dans un lycée à Ruiba. Je remercie les gens qui m'ont contacté pour ça justement. Essayer d'inculquer des idées les jeunes. Quand vous avez tous quelque chose à la maison, mais s'il y a une idée qui se développe, allez-y. Montrez-moi ce que vous faites. On va donner comme savoir-faire تاعي ولا ما على بالكمش ديروا بها تجيبوها.
de voir encore Son art surpasse les paradoxes pour donner un nouveau sens aux objets qu'il rassemble. En tout cas, ses idées sont dans l'air du temps pour sauver notre planète. Voilà, c'était là donc l'empreinte de Beljouher, donc cet artisan qui a été rencontré par les Mains Bouddha. Nous sommes ravis aussi de rencontrer un autre artiste ce matin. Il s'agit d'Ariles Siaram, ici présent. Bonjour Ariles. Ravi de vous recevoir. Sabah Nour. Bonne et heureuse année. Merci à vous. Bonne et heureuse année artistique aussi. On vous souhaite vraiment tout le succès. Surtout que vous reprenez les cimaises et les expositions. Voilà. L'ouverture se fera à Dar Abdeltif très prochainement, n'est-ce pas? Oui, à partir du 11 pour le vernissage. Voilà, c'est bienvenu à tout le monde. Voilà, tout le monde est certainement curieux de découvrir votre univers ce matin. C'est difficile d'en parler, vous êtes d'accord avec moi? Mais on va essayer de le faire quand même en un quart d'heure. Donc, on va peut-être avoir l'appui des images. Nos amis de la régie vont aussi nous diffuser des images vous concernant. Et donc, cet univers, parfois, est qualifié de sombre. On dira parce que c'est vrai que vous essayez, en tant qu'artiste, d'exprimer tous les mots des personnes que vous rencontrez aussi. Ouais, c'est ça justement. En fait, c'est pas noir, c'est contrasté. Quand je dis c'est sombre, c'est-à-dire qu'on est dans, pas sombre dans le sens de la tristesse, mais voilà, dans la profondeur des émotions que ça dégage. Ouais, c'est vrai, parce que j'essaie toujours c'est par empathie, je pense. J'essaie de rentrer dans le personnage, le connaître et le travailler à ma façon. Ouais. On voit ici justement une des œuvres. C'est du, comment on appelle ça, c'est du charbon, j'ai l'impression, c'est du fusain. C'est du fusain, donc, et la plupart des œuvres sont des dessins. Ouais. Voilà, des dessins. Pourquoi le dessin, non pas la peinture? Parce que le dessin, je me sens plus à l'aise dedans. Et puis le fusain, c'est un dérivé d'une matière noble, qui est le bois. Et j'essaie de me rapprocher à ce genre de technique qui est le fusain, et ça donne un effet plus naturel. Voilà. Et dessiner requiert énormément de patience, donc vous êtes un être patient dans la vie? Je suis plus spontané quand je dessine. D'accord. Quand ça vient, sinon je m'arrête. Donc c'est ça que vous préférez, c'est la spontanéité du geste, voilà, cette gestuelle qui est visible. Donc il y a énormément de contrastes, mais on sent aussi du mouvement dans vos dessins. C'est ce que je veux faire ressentir aussi. Il y a énormément de mouvements, il y a énormément d'expressivité. En fait, c'est très expressif, même si là, par exemple, c'est une forme abstraite. Là, c'est une échographie. Là, c'est de ma petite, Tanina. Wow. Ouais. Là, c'est plus doux par rapport à la première qui était à mon fils. D'accord. Amazir. Amazir, oui, c'est vrai qu'on est à J-2 du Nouvel An Amazir, et c'est vrai que... Et j'ai choisi justement l'image, l'échographie numéro 1 qui est d'Amazir. Amazir, votre fils, vous êtes papa de 2 enfants adorables, donc Amazir et Tanina, donc des noms puisés dans la culture, dans l'héritage. Amazir, parce que j'ai choisi ce nom parce que mon père il est décédé, j'étais jeune, il a été condamné d'un cancer, donc et mon grand frère aussi, donc là j'ai choisi le nom Amazir culturellement. Et aussi la signification qui est un homme libre. J'espère qu'il sera comme ça demain. J'espère qu'il le sera. Donc, ce jeune homme va être de plus en plus libéré grâce à la gentillesse et la compréhension du papa. Là, on a un visage un peu plus âgé. Il s'agit de qui, là? Là, c'est un poète qui est un voisin à Tebodouche. Oui. Et c'est un navigateur en même temps. Donc là, j'ai appelé le poète aux 4 points cardinaux. D'accord. La symbolique est très belle, mais aussi ce contraste entre ce réalisme du dessin, donc qui est axé sur le visage, et auquel vous rajoutez tous ces graffitis, le bas, cette liberté. La texture, on voit un peu les vagues, les gouttes d'eau et tout. Oui, absolument, on peut deviner plein de choses, voilà, selon l'interprétation de chacun. Mais c'est vrai que cette touche un petit peu abstraite donne du relief à ce dessin. Beaucoup de relief. Voilà. En tout cas, ce
ce que vous m'avez avoué quand on a discuté avant cette émission, c'est que vous ne dessinez pas n'importe qui. En fait, quand vous êtes sur le portrait, vous avez besoin de sentir l'âme de la personne que vous dessinez. Justement, on me demande beaucoup de dessiner un portrait d'un grand-père. Je ne suis pas technique dans mon travail. Je suis plus spontané, je suis plus dans l'émotion. Oui. Dans l'expressivité aussi. Là, c'est l'expression qui est mise en avant. Je l'ai appelé Mouh Chaplin parce que là, c'est un SDF que j'ai connu aussi, dans les rues d'Alger. Oui. Et là, à la base, c'est un fleuriste. D'accord. Donc j'ai choisi, je l'ai habillé à Charlie Chaplin. À la Charlie Chaplin, voilà. Parce que il est aussi amusant que Charlie Chaplin. Il cueille des branches à Odin et tout. Sur les arbres, on le trouve là-bas. Oui, d'accord. Pour les revendre, donc ils vendent la joie, ils vendent le bonheur. D'accord, oui. C'est par rapport à ça que j'ai mis le personnage Charlie Chaplin et moi Chaplin. Je l'ai appelé comme ça. C'est ainsi que vous l'avez vu, cet SDF, et vous en avez connu beaucoup. Vous êtes très sensible à la détresse d'autrui, vous êtes altruiste à la base et vous allez à la rencontre de ces personnes en détresse ou dans l'isolement et vous essayez de briser cet isolement quelque part. J'essaie de comprendre pourquoi. Oui, d'accord. Vous essayez de comprendre pourquoi, mais vous captez aussi des moments de vie de ces personnes qu'on redécouvre par la suite en toile, en dessin. Parce que l'SDF, il est vrai. Il n'a pas le choix. Il est là. Il faut qu'il vive avec les moyens qui... Oui, absolument. J'avais rencontré une SDF une fois dans un autobus et quelqu'un l'a charriée comme ça, il l'énervait à la limite, il a essayé de la provoquer. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Ça m'a marqué à vie. Elle lui a dit tu penses m'avoir atteint? Eh ben, pense plutôt à ta misère, parce que moi-même, dans le dénûment, je suis heureuse et je danse et je chante tous les soirs. Et dans la rue. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comme ça, une question qui a brutalisé cette personne, c'est incroyable. Et c'est vrai que ces personnes ont une vie, ont une histoire. Et je pense que dans vos dessins, vous essayez de raconter le plus beau de cette histoire. Ouais. Il y a un SDF, une fois je lui avais donné de quoi manger. J'étais avec lui, il s'appelle Farid, il est du quartier. Donc il était assis dans des escaliers et il y avait un cafard. Il y avait des fourmis qui poussaient le cafard mort. Il regardait, je lui dis qu'est-ce que tu as? Il me disait la société elle est faite comme ça. Ouais. Déjà dans ce détail-là, ça peut donner quelque chose. Oui. En fait, voilà, on peut découvrir auprès des plus démunis, on peut découvrir auprès des plus pauvres, on peut découvrir auprès de tout le monde. Et c'est vrai que c'est bien qu'un artiste ait cette perception, essaye de rapprocher donc cette jeunesse aussi qui est désœuvrée, qui est dans la rue et que vous essayez aussi de mettre en avant dans vos travaux. Vous êtes jeune vous-même? Je suis obligé. Qui vous y oblige? Si, c'est une responsabilité à moi en tant que jeune Algérien. Vous vous êtes infligé cette responsabilité parce que vous êtes, c'est un choix personnel d'être un porte-parole pour une jeunesse, d'être aussi, de mettre en image ces murs, ces personnages que vous rencontrez. Simples. Oui. Des gens simples. La simplicité de ces gens, donc on la retrouvera aussi sur les cimaises de Dar Abdeltif. Bien sûr. Voilà, on a vu quelques dessins. Donc c'est en avant-goût de cette exposition, mesdames, messieurs, que vous retrouverez dès le 11 du mois sur les cimaises donc, de Dar Abdeltif. C'est en plein cœur d'Alger, donc on peut pas. C'est facile. Et puis c'est un endroit fantastique, c'est excellent là-bas. Voilà. C'est beau, c'est un patrimoine. Oui, vous aimez aussi parler de vos traditions, du patrimoine. Il vous arrive de faire allusion comme ça par un aspect? Dans le dessin et tout? Dans le dessin, est-ce que ça vous arrive? De toute façon, ce que je dessine déjà, ça reste toujours algérien, même dans mes inspirations. Oui. Par rapport au choix des artistes, qui est déjà à la base, il y a Mohamed Essiam, qui est mon grand-oncle. Oui. Donc, c'est une peinture pour moi. Oui. Pourquoi partir chez un Picasso alors qu'on a déjà ici un artiste, un maître plutôt, ou la Khadda, ou la... Oui, absolument. Ouais. Ici à Khem, dont les œuvres ont dépeint aussi une douleur, celle du colonialisme, celle aussi du poids d'une guerre qui l'a atteint dans sa chair.
Et c'est vrai que ces toiles qu'on peut découvrir jusqu'à maintenant dans les couloirs des Beaux-Arts, du Musée national des Beaux-Arts, vont nous raconter tout un pan d'histoire, son histoire, sa génération. Vous êtes dans une autre génération, un autre registre, mais avec autant d'empathie, autant de sensibilité. On est ravis de cela. Voilà. Donc, voilà. Ariles Issiakham sera présent. Il attend votre visite, hein, n'est-ce pas? Soyez les bienvenus. J'espère que le public viendra nombreux découvrir ces dessins, parce qu'on est habitué à des expositions de peinture. Et là, ça va être différent. Je sais même pour moi, beaucoup me demandent pourquoi tu ne fais pas de la peinture, c'était bien et tout, mais je ne la ressens pas, donc je me sens mieux dans le fusain et dans le recyclage, même dans la sculpture. Oui, très bien, sculpture, recyclage, en tout cas, tout ça compose un petit peu la trame et les couleurs et l'univers de notre artiste ici présent. Ariles, on a été ravis de vous recevoir ce matin et d'annoncer avec vous donc, cet événement pour vous, l'exposition de Dar Abdeltif signée Ariles Issiakham. Merci, bon vent pour tout ceci. Et puis on est ravis de vous avoir jusqu'à 9h30 avec nous. Donc on va parler encore de Yennayer avec d'autres invités et pas que. Voyez ça avec juste après ceci donc. Retour au studio après cette virée dans les rues d'Alger pour retrouver notre ami Habib Sevdouk. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation, je vous en prie. Vous êtes guide touristique. Exactement. Vous avez votre propre agence touristique également pour la promotion de la destination Algérie. C'est ça, c'est bien ça. Très bien. On est ravis de vous recevoir ce matin, de montrer aussi un autre passionné d'aventure et de voyage. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le voyage ? Alors, ce qui me passionne dans le voyage, c'est évidemment la découverte. À chaque fois de découvrir de nouvelles destinations, de pratiquer ma passion qui est donc la randonnée, la découverte des paysages, les bivouacs, tout ce qui est aventure. Vous avez commencé d'ailleurs par les montagnes, par investir les montagnes avec des groupes d'amis, des groupes de... C'est ça, en effet. Donc j'ai commencé en 2018 avec tout ce qui est randonnée. Donc avec le temps, c'est devenu une passion. J'ai élargi mes connaissances avec les bivouacs, le nord, l'est, l'ouest, jusqu'à l'extrême sud. Voilà, vous avez fait des études en commerce dans une école prestigieuse, celle d'Orléans, et vous avez mis de côté tout ça pour vivre votre passion à fond. En effet, au début, donc j'avais opté pour le commerce, l'école de commerce à Orléans. Mais avec le temps, j'ai changé radicalement de domaine avec le tourisme parce que je me suis découvert une passion. Donc c'est quelque chose que je ne regrette pas. Et Inch'Allah, je vais continuer dans cette ligne. En tout cas, notre reporter, Walid Yousfi, a été présent lors d'une randonnée. Je ne sais pas dans quelle région c'était. Vous allez me le dire tout de suite. Alors, Walid Yousfi, oui, il y a environ 2 ou 3 semaines,
il est venu nous accompagner lors d'un bivouac à Tissimsilt. Un bivouac, c'est quoi? Donc, c'est un terme qui n'est pas très connu en Algérie, c'est un camping. Camping, donc, c'est il bateau une nuit dans un endroit, c'est ça le bivouac. La différence entre le bivouac et le camping, c'est que le camping, on reste dans le même endroit plusieurs nuitées, alors que le bivouac, c'est une seule nuitée, à chaque fois on change d'endroit. Donc, c'était juste un bivouac d'une nuitée dans le parc national de Thniyat El Had, à Tissimsilt. Donc, il a eu l'occasion de partager avec nous cette aventure et c'était une très belle aventure. Et là, il va la partager avec les téléspectateurs de cette matinée, tout de suite. Dernier check avant le départ. Destination Thniyat El Had, wilaya de Tissimsilt. Ces jeunes amoureux de la nature vont passer le week-end dans la forêt d'El Meddad. Et c'est Zaki qui sera leur guide tout au long de ce bivouac. يبداو يجوا لي كليون تشيكيو لي نون ديالهم يطلعوا في البوس اون سانستال فيريفيو الماتيريال ديالنا كامل نستفوا الماتيريال ابخي نديماري. Et c'est parti pour l'aventure. Une fois arrivés au parc national de Thniyat El Had, les campeurs doivent parcourir 2 km à pied pour atteindre l'endroit choisi pour passer la nuit. Un chemin pas très facile à parcourir, surtout avec tout le matériel sur le dos. La montée est un peu difficile, mais une fois arrivé ici, le paysage a totalement effacé la fatigue. On se sent tout de suite mieux. La randonnée est très difficile avec le matériel à porter, mais franchement, ça en vaut la peine. On est un peu fatigué, mais il ne nous reste pas beaucoup de chemin à parcourir. C'est la 3e fois que je viens ici et je suis de plus en plus émerveillé par cet endroit. هنا رانا 1300 متر. اون فوا لحقنا لهنايا درنا الكومبون ديالنا كما راكم تشوفوا سيركل، كل واحد سطاينا لي طون تاعنا فرشنا بيسك اون فوا يبرد الحال ومن بعد ما تقدرش ديجا دوكا تيك حنا ضغطت الشمس بدا يبرد الحال. دونك على بها هذوك الشيء هكا نديمارو لا روندوني ديالنا باش نجيبو الحطب ان شاء الله. Justement, en parlant de randonnée, qu'est-ce qu'il y a au programme pour tout à l'heure? بون دوكا تيك دونك الجماعه كامله توجد في روحها ديال باغي راهم يسناو فينا تباسا. دونك نديماريو عندنا روندوني تاع واحد 1 اور هكاك نطلعوا حتى لو 100 فوق ناسيستيو الكوشي سوليل. ابخي في لو روتور ديالنا نجيبو معنا الحطب بور لا نوي نديرو الفوت كون ديالنا نطيبو فيه نريحو عليه نديرو في لاصواغي في الليل ان شاء الله. Après quelques heures de repos, c'est reparti pour une deuxième randonnée en plein milieu de la forêt des cèdres pour atteindre les sommets d'El Meddad. Objectif, dépasser les 1500 mètres d'altitude afin d'admirer le coucher de soleil et revenir au campement avant la tombée de la nuit. Je suis venu avec mon cousin. Ça fait plus d'1 heure qu'on marche, mais je tiens le coup. On est presque arrivé. On a fait le plus haut point de Meddad à 1660. 15 minutes هكا ما بقاش بصح بلا دوكا خلاص طلع. L'occasion rêvée pour certains de prendre des photos et de garder des souvenirs de ce moment. Une fois la nuit tombée, tout le monde se réunit autour du feu de camp pour se réchauffer et préparer le dîner. Après une longue nuit de sommeil, les 25 campeurs se réveillent en pleine forme. C'est le moment du petit déjeuner avant de lever le campement. الوغ دوكا نحيو في هذا الكومبون ديالنا لفات اللي نكملوا نحيو كلش نيطوايو الدعوه نرفدوا لي صاك الكوبال ديالنا ونخليوها بروبر كيما لقيناها بلوتو. ما شاء الله دائما نشوف كل ما نديروا بيفواك. À chaque fois qu'on fait un bivouac, c'est une aventure nouvelle pour nous. On a l'impression que chaque bivouac est meilleur que le précédent. Donc pour les gens qui n'ont jamais fait un bivouac, je vous conseille vraiment de venir. Mais s'il vous plaît, laissez l'endroit propre. أنا هنا en 2019-2020 بيفواك معايا لو بلو بتي بيبي شفتو في حياتي في الغابه في عمره 5 موا ولا مانيش عارف بون يماه اترونجي وبابا هو جزيري جابته معنا لهنا
صغير شغل بيبي مازال بيبي في عمره 6 شهور ولا 5 شهور. Et du coup, l'expérience, C'était très très bien. Malgré كان البرد أكثر من الليلة تاع البارح. Mais tout dépend le matériel تاعك. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour profiter pleinement de notre belle nature et des paysages de notre pays. Une belle manière de se ressourcer le temps d'un week-end. Avis aux amateurs. Oui, Siam Knouch nous disait le son des montagnes, moi je dirais le silence des montagnes religieux, n'est-ce pas? C'est beau. C'est vrai, c'est magnifique. C'est très très beau. Voilà, vous continuez donc cette aventure des bivouacs, vous entretenez quand même cette tradition au sein de l'agence d'organiser comme ça pour des groupes des bivouacs à travers les différentes montagnes algériennes. Alors oui, tout le temps, c'est devenu un rythme de vie. Là, ça fait vraiment plaisir de voir faire le reportage. Il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, il y a des femmes surtout qui peuvent venir en bivouac en toute sécurité. Donc ça fait vraiment plaisir. Oui, ça fait plaisir aussi. On a des montagnes fabuleuses. Exact. Donc le Durdural, l'Atlas blidéen et j'en passe. Donc ça peut aller jusqu'au plateau. C'est magnifique. En tout cas, vous avez de la chance de vivre cela. Mais là, vous avez élargi votre champ. Vous essayez aussi de montrer toute la beauté du sud algérien. Voilà, l'image, elle est en synchronisation parfaite avec Médir. Voilà, là on est où? La première photo, donc c'était la porte du désert, c'était à Boussaada. Boussaada, j'avais reconnu. Et là, le Moulin Ferrero. Moulin Ferrero, oui, exactement. Et là, c'est Janet Sefar, le plus beau voyage de toute ma vie, national et international inclus. Oui, non mais il n'y a pas plus beau que Janet. J'adore. Je vous l'accorde, c'est magnifique. Regardez-moi, on est au cœur de l'histoire, avec ces beaux vidés, ces personnages qui ressemblent aux extraterrestres et qui ont passionné le monde entier. C'est vrai. Effectivement. Oh là là, une plage. Là, ça ne peut pas être Janet. Non, là, ce n'est pas Janet. Elle dit c'est la dernière plage entre l'Algérie et la Tunisie. Elle s'appelle Boutribécha. Donc, elle est accessible uniquement par barque. Elle est inaccessible à pied. Elle est belle en tout cas, cette plage. Super belle. On n'est pas loin de Tabarka, donc on est juste à côté. C'est ça. Juste c'est génial. Et c'est vrai que le relief à Tabarka est très, très beau. C'est vrai. À Tarf aussi, donc ça ressemble. C'est ça. Donc, voilà, c'est la limite, effectivement. Et les plus belles plages que j'ai vues, franchement, le sable le plus fin et le plus beau, c'est dans cette région. C'est vrai, vous avez raison. Il y a de très belles plages sauvages, donc des plages méconnues. Donc, comme je vous ai dit, c'est des plages inaccessibles à pied. Elles sont accessibles uniquement par barque, mais il faut les préserver. C'est ça, il faut juste les préserver. Là, c'est l'activité kayak à Cherchel, chaque été. Donc, on fait des activités kayak. C'est très bien, donc c'est de plus en plus convoité. En tout cas, les jeunes aiment ça, ils aiment parcourir donc la Grande Bleue, mais sur un kayak, c'est aussi une manière de préserver la forme, mais aussi de travailler en équipe avec son partenaire. Exact, c'est des kayaks de 2 places, il y a même des kayaks familiales à 3 places, donc c'est non seulement une activité, donc c'est une activité physique, mais aussi on peut prendre du plaisir avec cette activité, découvrir de nouvelles perspectives pour découvrir la mer. Oui, et s'éloigner, quand la plage est très dense, c'est bien de s'en éloigner, de prendre comme ça un kayak, d'aller découvrir ailleurs et de revenir par la suite. Exact. On l'a fait cet été et c'était superbe. On l'a fait à 2 avec mon mari, on avait pris des kayaks et on s'éloignait. Et puis c'est magnifique, effectivement. Exact. Ça, c'est quoi? C'est insolite. Vraiment, c'est une belle photo. Alors oui, il y a de la photo, donc c'est une très belle photo, c'est une photo tout à fait réelle. Là, on voit qu'il y a un bateau cassé sur 2. C'est le bateau Sofia qui se situe donc à Skikda, la plage de Garbaz. Ça y est, donc c'est vrai que c'est le bateau qui avait échoué et qui est devenu maintenant une attraction touristique dans cette région. Skikda, Djidjel, mon Dieu, le beau relief qu'il y a là-bas et les couleurs sont époustouflantes. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Moi, mon cœur a battu très fort la première fois que j'ai vu cette corniche djidjélienne et à proximité de Skikda aussi. Oui, il y a de très belles plages avec le côté, c'est vrai. Ouais, et puis ça nous rappelle les anciens corsaires qui venaient, qui s'échouaient là-bas. Oh là là, c'est de belles histoires à raconter où qu'on aille dans ce pays magnifique. On aime l'Algérie, effectivement, dans toute sa beauté et sa diversité. Là, c'est vous? Oui, c'est moi, toujours donc, au Athéniet El Had. Pour moi, c'est l'une des plus belles forêts en Algérie. Oui, vous étiez où? Athéniet El Had, là où ils ont fait le bivouac. Très bien. En tout cas, prochaine destination pour Habib Aventure, c'est où? Alors, prochaine destination, le planning il est très chargé, donc dans pas longtemps, donc il y a Yennayer. Le jeudi, on a des excursions vers Atini, donc un village kabyle, Boussaada.
Sinon, donc, j'ai encore l'occasion de partir à Janet le 19 février. Oh, quelle chance, je suis jalouse. Inch'Allah, la prochaine fois, donc, merci infiniment en tout cas, Habib Seddouk. Vous êtes guide touristique et vous nous avez permis de voyager. On vous remercie énormément. On vous souhaite une bonne année, pleine d'aventures et de beaux voyages. Merci à vous aussi. Et je souhaite juste dire un dernier mot. Il y a ma mère qui me regarde en ce moment. Oui. Joyeux anniversaire Minouna. Rabbi ytawwalek fi amrak. Et merci à toute l'équipe Habib Adventure. Je vous adore. Moi aussi, j'ai envie d'embrasser votre maman. C'est une grande aventurière. Elle a dû vous inculquer ça dans son ventre. Ah oui, c'est vrai. J'imagine. En tout cas, merci d'être avec nous, en tout cas jusqu'à la fin de cette émission. On va parler encore de Yenayer autrement. Cette fois-ci, on va aller du côté de Bourni, de Het Youssef en particulier, qui organise prochainement le festival Avernus. Et on va en parler avec des invités après cette belle chanson, puisque l'événement est en hommage au chanteur regretté Halli Ali. Et c'est sa voix qui va ouvrir le bal tout de suite. Ravi de recevoir ce matin les ambassadeurs d'Het Youssef et d'Het Dahman également. Donc, ce sont des localités mitoyennes qui s'entraident, qui sont solidaires pour organiser un très bel événement donc, qui va marquer cette célébration du Nouvel An amazigh. Il s'agit du festival Avernus et c'est pour ça que mes invités, on va les découvrir d'ailleurs tout de suite à l'image, sont parés de leur plus beau burnous ce matin. Avernus, c'est le burnous. Alors, ravi de vous retrouver, Monsieur Salma Maran. Donc, vous êtes le commissaire du festival. Et puis, on est ravi de recevoir Monsieur Méziane Shafiq, qui représente l'association ASEF, pour une association de solidarité, d'entraide et de fraternité. C'est très beau tout ça. On est ravi aussi de recevoir Monsieur Halli Ahmed, donc, qui représente le village d'Hed Dahman, donc, où est né notre chanteur qu'on vient d'écouter ce matin. C'est aussi votre parent. Oui. Voilà. Quel est le lien de parenté? On va peut-être préciser les choses.
En fait, nous sommes cousins au 2e degré. Voilà. Voilà, Vous êtes cousins, mais voilà, donc les éditions de ce festival lui rendent hommage parce que c'est un petit peu la fierté de votre village. Exactement. En fait, c'est quelqu'un qui a eu au départ des problèmes. Vous savez comment le regard qu'on a sur les chanteurs. La vie d'artiste, c'est pas facile. Donc oui. ça a persisté pendant des années, pendant des décennies. Et donc, mais il a fini quand même par s'imposer, surtout comme, je dirais même qu'il a été exploité en tant que parolier. Là, il a fait il a écrit beaucoup de chansons pour des gens qui sont devenus des tubes, de grands succès. Mais bon, évidemment, son nom n'a jamais été cité parce que c'est bien de donner donc vie à cette œuvre et à ce legs d'un chanteur qui a fait bien sûr les beaux jours de ce village d'Ahmed. Et justement, le commissaire ici présent du festival, M. Salem Amaran, va peut-être nous parler un petit peu des festivités qui vont entourer cet hommage. Donc pour la troisième édition, le socle principal c'est un double événement, sinon un triple événement puisque déjà il y a Inayer au milieu. Voilà, on célèbre déjà Inayer. En même temps, c'est l'hommage à Halali et puis c'est l'hommage aussi à Varnous. D'ailleurs, on ne peut pas dissocier les deux puisque Halali a chanté Varnous et qui est aussi beaucoup plus un symbole que l'habit. Très bien, donc il a consacré une chanson au Burnous. Donc ça a toujours été un symbole de la culture. Ça c'est plus féminin ou masculin, ce qu'on voit à l'antenne? Ça c'est un Burnous féminin? Bon, ce Burnous est masculin. Tout simplement, il y a des occasions où la femme, généralement dans le mariage, la femme... Oui, on la protège des regards au moment où on l'emmène vers sa nouvelle demeure. Oui, j'ai dit que le Burnous a beaucoup de symboles, beaucoup de symboles, beaucoup d'utilité, et puis en plus ça donne chaud pendant l'hiver. Ouais. Hein, vous êtes d'accord avec moi, M. Chaffer? Ça protège de la chaleur comme il protège du froid. Très bien. Très bien. Donc, votre association est une association de solidarité. Donc, qui dit solidarité dit aussi travailler de concert avec tous les organisateurs et aussi toute la commune et tous les représentants des villages pour la meilleure des festivités. Tout à fait. Oui. À l'origine, notre association a été créée durant la crise Covid, durant la crise sanitaire, en 2020-2021. Donc l'idée est venue durant cette crise. Donc il y avait un groupe de jeunes qui travaillaient, qui sont très actifs au niveau de notre communauté. Donc on s'est dit pourquoi pas s'organiser sous forme d'association pour qu'on puisse canaliser notre aide et organiser et coordonner l'aide humanitaire au niveau de notre localité. Donc l'idée c'était de coordonner et de travailler en synergie. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient aider, il y avait aussi notre diaspora à laquelle on rend un vibrant hommage aujourd'hui et ils nous ont beaucoup aidés. Et à partir de là, on s'est organisé en tant qu'association locale. On œuvre beaucoup plus dans le domaine humanitaire et dans le domaine de l'aide sociale. Mais on a quand même étalé le spectre de notre intervention pour toucher aussi aux activités culturelles. Tout à fait. Du moment que les membres de l'association aussi, on a des membres dans l'association du village d'Ahmed, des gens actifs dans notre région, etc. Donc cette année, on s'est dit, voilà, on va mettre les mains dans les mains et on va organiser le festival ensemble. On a besoin de tout le monde et j'imagine, vous qui représentez le comité du village d'Ahmed, donc M. Halli, j'imagine que c'est très important pour votre village un tel événement. Donc c'est rassembleur, ça amène vraiment de la prospérité, ça fait travailler certains artisans. J'imagine aussi votre bonheur d'offrir deux maisons de la culture donc pour un tel événement. Ce qui est bien, il faut revenir peut-être à l'idée de cette maison de la culture. Elle a été bâtie sur l'emplacement de l'ancien moulin à eau, qui a disparu juste au début de la guerre.
c'était un moulin familial. Très bien. Et il fonctionnait selon des règles, selon les veilles. Voilà, il participait à l'irrigation, j'imagine, des donc terres. c'est très symbolique. Et c'est le bâtiment qui a été édifié sur l'ancien site du moulin à eau est destiné justement à la fois à sauvegarder, à faire revivre le patrimoine culturel et en faire aussi un lieu de solidarité pour que les gens se rencontrent, pour que l'étranger de passage peut trouver un refuge, par exemple, au cas où. Il y a même un projet de créer une école d'informatique avec des... Il y a beaucoup de projets qui sont liés. Beaucoup de perspectives pour cette maison de la culture. Donc, j'imagine que vous allez travailler sur l'animation, offrir de beaux événements, à l'instar de ce festival. On va peut-être donner brièvement l'essentiel du programme, si vous le permettez. Donc, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on va commencer par un défilé. Un défilé, bon, dans l'itinéraire n'est pas encore défini, un défilé qui va être un défilé avec des tenues traditionnelles, soit le burnous traditionnel ou aussi les robes kabyles pour les femmes. Et puis il va être suivi du dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe du défunt. Et puis il y aura l'ouverture officielle. Et il y aura deux conférences. Très bien. Il y a une conférence sur Yennayer, patrimoine culturel universel d'humanité, qui sera animée par M. Tariq Ali Ahmed et Jamal Nassib. Et il y aura aussi une deuxième. Ça, c'est le premier jour? Oui, le premier jour. Et puis, il y aura toujours des Quand je dis premier jour, pour ceux qui nous suivent ce matin, c'est le 12. C'est le 12, c'est le jeudi 12. Il y aura des expositions toute la journée, donc des expositions d'artisanat traditionnel. Et puis il y aura des ventes dédicacées de livres et de CD pour les chanteurs. Excellent. Le deuxième jour, il y aura une deuxième conférence qui sera animée par M. Slimane Harbi sur la légende de Inyin Barzan, le trépied de l'Ogre. Il y aura un récital poétique, plus animation artistique avec des jeunes talents. Il y aura des chorales d'enfants. Il y aura l'association des scouts d'Atsu Youssef. Il y aura aussi une association Khalef Nafar, c'est un groupe de femmes. Oui, il y aura du Ashwiq à l'honneur, certainement, c'est beau. Puis il y aura la chorale de la maison de jeunes d'Atsu Youssef. Et le troisième jour, ce sera la suite des expositions, puis la remise du prix Halali, qui sera toujours donné chaque année. Et c'est un burnous, donc c'est symbolique, qui est remis chaque année. Donc les premières éditions. À une personnalité du village, la première édition elle a été remise à M. Ali Mouzaoui, le cinéaste. Très bien. Qui a beaucoup travaillé sur le patrimoine local, effectivement, et qu'on salue si nous suit ce matin. La deuxième édition, elle a été remise à M. Yaddader Mohamed, c'est un chanteur. C'est quand même une pointure de la chanson kabyle, oui. Mais je tiens à remercier d'abord M. Ija Hassan, il ne faut pas l'oublier parce que c'est lui l'initiateur de ce festival déjà. Très bien. Au début, c'est lui qui met des c'est la locomotive, on dira. Exactement. Même si je suis commissaire, mais c'est lui qui bat contre vent et marée, comme on dit. Et puis tous les jeunes qui activent en ce moment déjà, ils sont en train de préparer, etc. On les salue tous ces bénévoles vraiment qui font la réussite de ce festival, qui a de plus en plus de renommée. Et c'est vrai que voilà, on a dit il y a eu une locomotive, là le train suit son cours et beaucoup de monde est monté. Vous êtes d'accord avec moi? On est tout à fait d'accord, oui, puisqu'il y a déjà les jeunes de la localité d'Aftahman, il y a aussi les adhérents de notre association. Je reviens toujours sur l'association ASEF, peut-être c'est l'occasion pour
lancer un appel aux gens de la localité pour s'adhérer, pour venir et participer dans nos activités. Et enrichir peut-être ces acquis, dans la mesure où certains ont mis la main à la poche et ont permis l'émergence d'un gîte et d'une maison d'hôte, une très belle maison d'hôte. Donc vous avez aménagé pour recevoir les visiteurs, n'est-ce pas? Hein, vous êtes d'accord avec moi, monsieur Amran? En fait, je voulais... Ah pardon, monsieur Halli. En fait, il y a une précision, la construction, vous avez parlé de gens qui mettent la main à la poche, en fait c'est tout le village qui s'organise, nous payons tous des cotisations, que ce soit ceux qui sont sur place, ou bien ceux qui vivent à Alger ou dans les autres villes d'Algérie, et même en France. Donc c'est avec ces cotisations qu'on fait un certain... Quand fait un certain nombre de projets, comme la maison de la maison culture. d'hôte, la maison de la culture et tant d'autres. En tout cas, on vous remercie, en tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir permis de parler d'un tel élan solidaire qui devrait constituer un exemple pour l'ensemble du pays. Si tous les villages pouvaient faire pareil, on aurait une très belle Algérie à tout point de vue. Merci infiniment donc à monsieur Salem Amran, à monsieur Ahmed Halli ici présent et puis également donc monsieur Meziane Shafiq. On a été ravis de vous recevoir, ravis aussi de vous avoir accompagné jusqu'à 9h30 ce matin. Donc on vous souhaite de passer d'excellents moments et si on ne se voit pas tout de suite, par anticipation à Asgazamgaz, messieurs, Asgazamgaz, et voilà, on vous souhaite le meilleur, une année pleine de prospérité, de paix et d'amour. Donc en tout cas, c'est avec beaucoup d'amour que je vous dis au revoir ce matin et je vous donne rendez-vous jeudi pour Yennaïel. On va le célébrer ensemble cette fois-ci. Donc au revoir et à très bientôt. الصيف